Est-ce que Furacrag, tu m'entends ou pas sur le stream? Est-ce que Furacrag, tu m'entends? Hop, tout a l'air bon. Parfait, fait. Hop. Eh bien, écoutez, on va du coup pouvoir recommencer depuis le début. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est Adam Fourage pour l'équipe d'Infoscope voilà, hein, ça fait toujours plaisir de vous revoir, hein, dimanche après dimanche. Voilà, donc je suis toujours accompagné donc de Benoît, mon fidèle acolyte. Comment est-ce que tu vas, Benoît? Je sais que je t'ai posé la question à l'instant, mais il a fallu régler quelques problèmes techniques. Salut Adam et bonsoir à toutes et à tous. Ça va très bien, ça va très bien. Très heureux d'être là, très heureux d'être dans l'échange avec nos abonnés, avec les gens qui nous suivent. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et puis on va pouvoir débriefer ensemble ces élections d'aujourd'hui, tout ce que ça révèle sur notre pays et qu'est-ce que ça nous prépare comme avenir. Voilà. Alors, avant de commencer toute chose, pour les amateurs de football, il y a aussi un alléchant Belgique-Portugal. Toi qui as quelques origines belges, mon petit Benoît, tu vois la Belgique gagner ce match-là? Alors effectivement, moi je suis originaire du Nord. J'ai pas vraiment l'accent, mais je suis originaire du Nord de la France et j'ai des arrière-grands-parents qui sont des deux côtés de ma famille belge. Et donc j'espère la victoire de la Belgique, même si le Portugal c'est une belle région. Et comme je suis du Nord, je suis supporter du LOSC. Et donc j'espère que Renato Sanchez va faire un beau match, mais qu'il se fera battre par Eden Hazard et ses compatriotes. Voilà. Alors, Furacrac dit ce soir, c'est la Belgique. À titre personnel, j'ai pronostiqué sur une application dont je ne tairai les trois lettres avec qui je joue aussi Benoît. 3-2 pour le Portugal, doublé de Lukaku et triplé de Cristiano Ronaldo, hein. Voilà, je pose ça là. Bon, après, on vous tiendra peut-être des fois au courant sur les quelques résultats. Pour l'instant, le match il vient de commencer, et donc il n'y a pas énormément de suspense. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'élection régionale et départementale. Alors, j'en profite quand même pour vous dire dès maintenant que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live Twitch. On va s'accorder une semaine de vacances après donc ces dernières semaines qui ont été assez éreintantes après donc le tournage du deuxième épisode, puisque vous le savez, on poursuit notre série Nous sommes en guerre. Le premier épisode est Sacré BN dit Team Portugal. Bah moi je te rejoins Sacré BN. Donc notre premier épisode il est toujours disponible donc sur la plateforme cinémutin.com. Nous sommes en guerre, l'épisode 1 la débâcle. N'hésitez pas à suivre aussi notre chaîne, enfin notre blog Infoscope.live, notre YouTube. Infoscope, notre Facebook, notre Instagram et bien sûr notre chaîne Twitch. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent depuis maintenant ces 5 ou 6 dernières semaines. Ça fait extrêmement plaisir. Et donc du coup, maintenant trêve de bavardage, on va pouvoir donc se lancer sur la question donc de l'élection régionale et départementale. Donc on va surtout parler donc de l'élection régionale plutôt que départementale, puisque l'élection régionale, la région étant, comme dirait l'autre, un État dans l'État, est un marqueur assez fort des dynamiques nationales que l'on pourra observer, en particulier pour l'élection présidentielle et législative entre mars 2022 et juin 2022. Donc premier tour de l'élection présidentielle c'est mars 2022, le deuxième tour de l'élection législative ce sera très certainement en juin 2022. Alors, pour rappeler un petit peu, puisque tout le monde n'était peut-être pas forcément là la semaine dernière pour notre Twitch, mais donc je vais rappeler quelques éléments contextuels sur ces élections régionales et départementales. Donc c'est la deuxième élection après, en tout cas pour les régions, c'est la deuxième élection après la réduction du nombre de régions. Pour les anciens qui savent, il y avait 25 régions avant 2015 et avec la réduction du nombre de régions, il y en a 13. Cette dernière élection avait vu la victoire à une courte tête, plutôt à une franche tête, puisque 8 régions avaient été gagnées par la droite et 5 par la gauche. Alors c'est aussi la première élection après le Covid-19. Puisque l'élection municipale s'était terminée
Le premier tour s'était terminé assez catastrophiquement en plein début de la pandémie. Le dimanche de l'élection municipale a coïncidé avec l'annonce du couvre-feu, même je dirais plus du couvre-feu que c'est même du confinement. Et d'ailleurs, le premier tour de l'élection municipale avait été décrié pour son organisation qui n'était pas adaptée. Voilà. Donc les élus régionaux sont élus pour 6 ans. Les élus départementaux aussi, me semble-t-il, avec un système pour l'élection régionale, donc un système proportionnel avec prime majoritaire pour le vainqueur. Le vainqueur, la première liste qui est arrivée en tête du deuxième tour de l'élection régionale, gagne 25% des sièges, et les sièges restants sont répartis à la proportionnelle. L'élection départementale, elle, se joue avec un scrutin binominal paritaire en fonction des cantons où est-ce qu'on se trouve. Par exemple, moi je vote au canton Angers 5. J'ai un binôme, au deuxième tour, j'ai eu deux binômes. Un binôme de droite composé donc d'un homme et d'une femme. La maire pour la droite, pour la maire de Soussel, il me semble, et le maire de je ne sais plus quoi. Et à gauche, donc voilà, le binôme, donc Claire Schweitzer qui est représentante donc de la France Insoumise, et Anthony Guido qui était représentant de Génération. Je vous dirai pas pour qui je vote, hein, même si vous en doutez, je suppose. Voilà, donc ça c'est un peu comment fonctionne l'élection. Alors c'est une élection qui a été marquée aussi par le scandale Adrexo, donc Adrexo qui est une entreprise, un opérateur privé qui a plutôt tendance à distribuer donc des prospectus et des catalogues. C'est eux qui distribuent les catalogues pour Noël, de la Redoute, etc., etc., dans votre boîte aux lettres, et c'est à cause d'eux que l'on peste et qu'on demande stop pub. Voilà, donc ce sont eux qui ont obtenu la distribution donc du matériel électoral, ce qui n'avait pas du tout été appliqué. D'habitude, et c'est une première, c'est inédit en France, dans toute l'histoire de la France, toute république confondue, la diffusion électorale se faisait plutôt par les puissances publiques, et en particulier par la Poste, même si la Poste n'est plus un opérateur public depuis quelques années maintenant. Voilà, donc ça c'est un peu pour remettre en contexte. Alors, avant de parler du deuxième tour et de comment s'est passé un peu le deuxième tour, on va rappeler quelques petites sources pour voir un peu comment c'était sorti, quelles étaient les dynamiques du premier tour. Donc vous le saviez, le premier tour ça avait été plutôt une catastrophe en termes de participation électorale. Pour autant, on a pu voir plusieurs choses. Donc on a pu distinguer trois grands blocs, même si l'appellation elle est un peu trompeuse, mais ça on aura le temps d'en discuter pendant le chat. Donc un bloc d'extrême droite qui serait composé, donc je tire mes sources de Wikipédia, mais par contre les nominations des blocs, c'est moi-même qui les ai établi par souci de clarté. Donc le bloc d'extrême droite qui est composé du Rassemblement national, de la droite souverainiste et de l'extrême droite, donc des diverses listes d'extrême droite, recueille au soir du premier tour de l'élection régionale 3 millions de votants. Le bloc de droite qui est composé donc de la plupart des partis au pouvoir, donc l'Union des droites, l'Union des centres et de la droite, les divers centres, les républicains, les divers droites, la République en marche, le MoDem et l'UDI, représente 5,6 millions de votants. Et le bloc de gauche, donc l'Union de gauche, l'Union des gauches et des écologistes, Europe Écologie Les Verts, les listes divers gauche, les listes France Insoumise, les listes PS et les listes PCF ont représenté 5,2 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a un rapport de force relativement équitable entre traditionnellement la droite et traditionnellement la gauche. Alors que l'extrême droite et le Rassemblement national en premier chef, lui, est plutôt distancé en termes de vote. Donc, ce qui amène quand même à une première question finalement. Quand on voit ça, est-ce qu'il faut réellement craindre le Rassemblement national, Benoît? Alors, merci Adam pour cette introduction très longue, on peut se le dire. Très exhaustive, mais très intéressante, il n'y a pas de souci. Et puis je sais que moi aussi, des fois, je peux monopoliser la parole, donc je ne vais pas t'en tenir rigueur. Au contraire, je pense que c'est bien de développer et de prendre le temps de développer. Déjà, je pense que le premier point, c'est l'abstention. L'abstention, ça dit pas mal de choses de notre République, c'est-à-dire que la République, elle n'est pas organisée de manière à favoriser le vote, et quand il y a peu de participation, c'est surtout les classes les plus aisées, pour employer un euphémisme, c'est plutôt les classes
aisées, les classes bourgeoises qui vont voter et les classes populaires qui ne vont pas voter. Donc voilà, c'est un peu, ils ont organisé l'abstention. C'est un peu l'impression que ça me donne, que le pouvoir de cette cinquième République aujourd'hui, qui est à bout de souffle, a organisé l'abstention. Les résultats, c'est un statu quo. Les résultats des votes, des suffrages exprimés, c'est un statu quo dans quasiment toutes les régions, dans les 13 régions quasiment. Alors, j'ai pas les résultats de la Réunion, mais visiblement dans les 12 régions de France métropolitaine, c'est le statu quo, avec les sortants qui ont été réélus. Et ensuite, il faut voir ce que ça dit de l'élection de 2022. Et donc, euh, est-ce que le Rassemblement national représente un danger? Le Rassemblement national représente un danger, même s'il ne se fait pas élire à la tête de l'État français, parce que on l'a vu à partir de 2017, avec un Rassemblement national qui approchait des 40%, entre 30, à peu près 35%, on va dire. Ça a permis à Macron, même s'il était fort de 65% des suffrages exprimés, de faire de lorgner sur la droite, sur l'extrême droite, et y compris en mettant des gens comme Gérald Darmanin à la tête du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin, qui, à une heure de grande écoute en prime time, va contredire Marine Le Pen en lui disant qu'elle est trop molle. Voilà, donc je pense qu'il y a une lepénisation des esprits, que le Rassemblement national, même s'il n'est pas officiellement au pouvoir, il est malheureusement en train de gagner la bataille des idées. Et d'ailleurs, ça se ressent sur Laurent Wauquiez, le discours qu'il vient de tenir suite à sa réélection. Ça se ressent aussi sur Xavier Bertrand, ce qu'il vient de dire. Xavier Bertrand, qui était candidat annoncé aussi bien pour les régionales que pour la présidentielle de 2022, qui aura lieu en avril 2022. Xavier Bertrand, le premier truc qu'il a dit sur l'aspect national, c'est l'ordre, le retour de l'ordre. Et après, il a parlé de la République des territoires pour se libérer, enfin pour faire le lien entre ces élections d'aujourd'hui et les élections de 2022. Et ensuite, je pense que si on ne si les événements récents et les événements dans un futur proche n'aboutissent pas à une respiration démocratique, que serait l'instauration d'une sixième république avec un processus constituant qui reste à discuter, mais si on ne va pas vers la sixième république, je pense que le Rassemblement national, par le désespoir, la désespérance organisée et la démocratie qui se tire une balle dans le pied avec Adrexo, avec toutes ces affaires qui ont organisé un taux d'abstention extrêmement élevé, le Rassemblement national, je pense que finira par arriver au pouvoir. Et donc là, ça changera la donne sur pas mal de choses, parce que même si Macron mène une politique qui se rapproche de l'extrême droite souvent, c'est pas la même chose sur ce qui se passera sur le terrain si c'est Le Pen qui est à l'Élysée ou si c'est un général de Villiers qui est à l'Élysée. Ce qui se passera sur le terrain, notamment en termes de police, en termes de justice, en termes de ratonnade et de milices d'extrême droite, je pense qu'il se passera. Donc oui, je pense que le RN est un danger, pour répondre à ta question, et qu'il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Et d'ailleurs, on peut quand même se féliciter que le RN n'ait pris aucune région et s'est fait battre à plat de couture dans la région PACA, même si je suis pas du tout un fan de Renaud Muselier, je suis pas du tout un fan des Républicains, mais au moins, c'est pas un marchepied pour eux vers la présidentielle de 2022, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus, quand tu vois aujourd'hui les chiffres, tu vois, donc au premier tour, encore une fois, donc relativement similaire, il y a que 400 000 votants d'écart, c'est-à-dire entre la droite et la gauche, donc moins que les 600 000 voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, pour accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017. On peut estimer que, par exemple, si ce rapport de force se maintient à peu près pour l'élection législative, puisque ça se jouera surtout pour l'élection législative, l'extrême droite pourrait jouer son rôle de faiseur de roi ou de faiseur de gouvernement.
Toi, tu crains ça? Alors, en parallèle, il y a aussi Furacra qui nous dit Nicolas Sarkozy disait sur France Inter le Front républicain a vaincu le Rassemblement national à propos de la région PACA. Quel est ton avis sur la question, Benoît? Alors voilà, alors déjà, on va parler donc de la question du PACA un peu plus tard, si tu veux bien, Furacrag. Je te demanderai donc déjà de répondre à ma première question, puisqu'on va parler un peu plus en détail des résultats. Est-ce que tu crains, par exemple, que le Rassemblement national puisse être faiseur de gouvernement l'année prochaine? Alors, avant les législatives, il y aura l'élection présidentielle. Et j'ajoute un truc par rapport à ce que je viens de dire, c'est que si la primo sortant et le statu quo qui ont été vus et avérés lors de ces élections régionales se répètent à la présidentielle, la primo sortant et le statu quo, Macron a des chances de repasser. Parce qu'on sort effectivement d'une période de Covid où il y a une aspiration des gens à la stabilité en période de crise. Quand il y a des turbulences, on aspire à ce que on continue le cap qui a été engagé, même si Macron a organisé un fiasco sur pas mal de choses, que ce soit sur le Covid, sur les questions sociales, sur les questions de travail, sur l'assurance chômage, sur les retraites. Mais voilà, il y a quand même une aspiration à la stabilité, un repli, une résignation peut-être, qui fait que Macron, même s'il est très impopulaire, a une forte probabilité d'être réélu en 2022, ce que je ne souhaite pas. Ce que je ne souhaite pas, mais c'est une probabilité assez forte. Ensuite, est-ce que l'extrême droite peut être faiseur de gouvernement? Alors oui, en théorie, le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Après, on sait que c'est surtout le président de la République qui nomme le Premier ministre qui propose des noms de ministres dans les ministères, dans tous les ministères, et c'est le président qui valide ou qui ne valide pas. Donc, est-ce que l'extrême droite peut être faiseur de gouvernement du fait de son score aux législatives? Déjà, je pense que le scrutin législatif est organisé de telle manière que ça empêche très souvent des candidats de l'extrême droite d'être élus. Et ça, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire que même si effectivement c'est très discutable le scrutin tel qu'il est organisé lors des législatives, avec ce scrutin uninominal à 2 tours, au moins on n'a pas 30% de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Je dis pas que on vit dans une démocratie parfaite et d'ailleurs je pense que il vaudrait mieux que on vive dans une meilleure démocratie où il y a un vrai débat avant chaque élection sur le fond et non pas sur les coups de colère, les coups de sang et les buzz et les bad buzz d'un tel et un tel, mais que on ait un vrai débat de fond sur comment on organise la vie en société, que ce débat puisse avoir lieu lors de la présidentielle, mais aussi lors des régionales et des départementales. Et ce que je remarque, c'est que ce débat n'a pas été organisé ni par le pouvoir en place, ni par les médias dominants pour faire prendre conscience aux citoyens que oui, c'est dans leur intérêt d'aller voter, et en particulier s'ils font partie des classes exploitées qui sont majoritairement abstentionnistes, en particulier s'ils font partie des jeunes qui sont majoritairement abstentionnistes. Et donc, je ne crois pas que l'extrême droite puisse être en position de faiseur de roi, de faiseur de gouvernement du fait des élections législatives. Par contre, l'extrême droite, encore une fois, est en passe de gagner la bataille idéologique sur bien des sujets. C'est pas pour rien que CNews, qui est avec à la tête, qui a à sa tête Bolloré, qui est un des grands capitalistes, soutien de Marine Le Pen, qui s'en cache même pas, donne la parole à Zemmour à une heure de grande écoute. Où ça fait le buzz chaque jour, sur des thèmes extrêmement racistes, réactionnaires, machistes, anti-minorités, anti-immigrés, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à cet aspect de voilà la bataille idéologique qui peut-être qui en passe d'être gagnée par l'extrême droite, alors que l'extrême droite n'est pas forcément au pouvoir et n'est pas forcément en position de faiseur de roi.
Alors, c'est vrai qu'en plus, tu dis ça, mais c'est vrai qu'il y a la perspective du Front républicain. Et effectivement, comme dit Furacrag, Nicolas Sarkozy qui pavane en disant que le Front républicain va vaincu le Rassemblement national en PACA. Mais bon, le Front républicain, il s'étiole au fur et à mesure que la participation, elle diminue. Par exemple, à 17h aujourd'hui, donc selon Le Monde, la participation était de 28%, contre 50% à la même heure en 2015. C'était pire que le premier tour à la même heure, voilà, à 17h. Bon, finalement, les chiffres se sont équilibrés avec le temps. Bon, bah, ce qui a l'air de favoriser la droite, là, a priori. Je veux dire, est-ce que la participation en berne a fait gagner finalement la droite, ou en tout cas a permis à ce que la droite maintienne ses positions, alors qu'elle n'a jamais apparu autant divisée entre ces différentes pontes, entre Bertrand, Pécresse, notamment Wauquiez aussi. Ta question est posée? La question est posée. Est-ce que D'accord. l'abstention a fait gagner la droite finalement, et est-ce que l'abstention a fait Euh, gagner la droite? oui, alors, bah voilà ce que je disais sur le fait que dans une période de Covid, d'une crise majeure qui nous a propulsé au cœur du XXIe siècle de manière assez spectaculaire. Euh, avec des faillites d'État, des faillites d'institutions publiques. Le terme faillite est fort, mais c'est un terme qu'on emploie et que j'invite les gens à aller voir notre premier épisode de la série Nous sommes en guerre, sorti le 21 mai sur cinémutin.com, qui explique pourquoi, effectivement, sur la santé notamment, il y a une faillite des institutions. Euh, ça pousse les gens à la stabilité. Et donc, les seuls qui vont voter sont soit des gens qui ont peur de l'instabilité et donc qui vont voter pour le sortant, soit des gens qui ont objectivement intérêt à avoir des politiques de droite menées aussi bien au niveau local qu'au niveau national, qu'au niveau européen aussi. Et donc, ces gens-là qui sont voilà, des classes aisées, les CSP+, comme on dit de manière avec des pudeurs de gazelle, mais en réalité, les bourgeois, la classe bourgeoise, ces gens-là, ils vont voter. Ils vont voter en masse. Et ils vont voter en masse pour la droite traditionnelle, en tout cas en ce qui concerne les régionales, et aussi pour l'extrême droite, parce qu'il y a un tableau qui a été fait par un chercheur de l'université de Rennes sur les résultats du Rassemblement national au premier tour des régionales à Paris, et là où les pourcentages et le nombre de voix sont les plus élevés, c'est là où se concentrent les quartiers bourgeois, donc le 15e arrondissement, le 7e arrondissement, le 16e arrondissement, et ainsi de suite. Donc oui, les gens, ça, plus il y a d'abstention, plus ce sont les classes exploitées qui s'abstiennent, et plus ce sont les classes exploitantes, exploiteuses, qui s'expriment. Et parce que eux ont une culture politique, ils se transmettent, et ils ont objectivement intérêt, les capitalistes, à avoir des politiques de droite qui vont déréguler l'économie, qui vont libéraliser l'économie, qui vont privatiser les services publics, et tout ça revient finalement à augmenter les profits des capitalistes. Donc oui, il y a quand même cette donnée à prendre en compte du fait que l'abstention permet à la droite d'être plus haute que ce qu'elle représente réellement dans le pays, même si, comme tu l'as bien énoncé, Adam, dans ton exposé d'introduction, le bloc de gauche fait 5,2 millions de voix, ce qui est quand même plutôt honorable, même si 5,2 millions de voix à une présidentielle, c'est pas ce qui permet d'être qualifié au second tour, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Après, on verra, hein, pour l'élection. Il y aura peut-être moins l'effet Covid. Ce sera l'effet aussi, on voudra du changement et tout. On verra, même si ça en prend pas nécessairement la position. Alors, c'est qui le chercheur de l'université Rennes qui dit ça, mon petit Benoît? Alors en fait, il me semble que qu'il est de l'université de Rennes, et j'espère ne pas me tromper là-dessus. Disons que je suis sûr à 95%, et je me suis déjà planté en me disant que j'étais sûr à 100%. Donc je mets un peu d'eau dans mon vin. Par contre, c'est sûr que c'est un chercheur d'une université qui a compilé tout simplement bureau de vote après bureau de vote sur chaque arrondissement,
de Paris, les voix et les scores proportionnels du Rassemblement national. Et donc en fait, il a fait un tableau qui circule sur les réseaux sociaux. Et donc je vais essayer de retrouver ce tableau en cherchant sur Internet. Tableau Rassemblement national, régional, premier tour, 2021, Paris, arrondissement. Je vais essayer de retrouver ça. Je vais faire la même recherche. Tableau régional 2021, Rassemblement national, Paris. Voilà. Je vais regarder dans Images. C'est une bonne idée de regarder dans Images. Alors, il y a des images intéressantes qui ont été faites, mais je vais essayer de retrouver ça. Alors ça met vers les réseaux sociaux. Des articles sur ouais, le moi monde. Aussi, ça. Okay. En général, des sondages présentés de manière trompeuse par le RN sur les réseaux sociaux. Nanani nanana. Publication que vous avez vue, afficher les résultats. Mélanger les intentions de vote. Ok. Ok. Peut-être faire un partage d'écran. Bah en fait pour l'instant il n'y a pas trop d'informations hein, Furakrag par rapport à ça. On va laisser Benoît se démerder avec sa source. J'essaye de retrouver ça. Ouais, c'est sûr. Alors pour l'instant il y a toujours 0-0 hein, par ailleurs hein, pour la Belgique face à la... Oh le coup de pied de Cristiano Ronaldo, ça a fait mal. Mais bon, il y a toujours 0-0 pour l'instant, ne vous affligez pas. Alors c'est vrai que la première information de cette soirée, outre ce coup franc, c'est donc effectivement le fait que le Rassemblement national n'a pas gagné. Il n'en a gagné nulle part. Effectivement, Nicolas Sarkozy, comme tu disais, Furakrag quelques minutes plus tôt, peut se targuer que le Front républicain a vaincu le Rassemblement national. Et du coup, je pose là, du coup, effectivement, Benoît, c'est peut-être le moment de donner ton avis sur la question. Est-ce qu'effectivement, le Front républicain a vaincu le Rassemblement national en PACA? Et si oui, qu'est-ce que le Front républicain, finalement? Alors, Sarkozy qui parle de Front républicain, alors que c'est lui qui a quand même enclenché le principe de faire sauter les digues entre la droite et l'extrême droite, avec Éric Ciotti, qui est un petit sarkozyste qui théorise que la seule différence entre les républicains et le Front national, c'est que les républicains, ils ont déjà gouverné. Ça me semble un peu cocasse, pour le moins cocasse. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a un esprit républicain entre guillemets, parce que quand on parle de Front républicain, c'est contre une extrême droite qui, elle, n'est pas républicaine parce que elle ne participe pas. Elle ne conçoit pas la démocratie représentative de la même manière que les autres partis. Elle s'investit très peu pour avoir des élus au Parlement, notamment. Du moins, jusqu'à assez récemment, l'extrême droite pouvait se passer d'avoir beaucoup de députés parce que ils étaient un peu à la marge. Et aujourd'hui, le Front républicain, est-ce qu'il a encore un sens? Oui et non, parce que effectivement, c'est à l'extrême droite qu'on trouve des monarchistes, pour être très clair. C'est à l'extrême droite qu'on trouve des gens qui sont pour une dictature militaire. C'est à l'extrême droite qu'on trouve des gens qui sont pour une république ultra centrée sur un tout petit groupe de gens, une junte politique, une junte politicienne, mais une junte de quelques personnes, voire d'une personne avec un chef très fort, etc. Et donc, sans aller dans l'histoire des droites, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le Front républicain n'a pas été toujours fait par tout le monde, et notamment pas par la droite. Par contre, le fait est qu'il y a quand même des gens qui sont attachés à la République et à ses principes, qui sont des principes affichés sur les frontons des mairies et des écoles, liberté, égalité, fraternité, des principes qui ne se
qui ne se concrétisent, qui ne se traduisent plus dans une effectivité d'accès, par exemple, à des services publics, en tout cas de moins en moins, il y a ces principes qui sont appliqués et dont on peut vérifier l'actualité aujourd'hui en France, mais n'empêche que ça reste les principes de la République, qui sont des principes voilà, de bonne volonté, mais de bonnes intentions, on va dire, mais qui ont de moins en moins de sens aujourd'hui parce que les gens ne le ressentent plus. Donc voilà, c'est pas mal de contradictions à ce niveau-là. J'ai pas une position très arrêtée sur le front républicain. Je pense que aujourd'hui, la droite, et en plus, elle dit front républicain contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche. Et dans l'extrême gauche, ils ne mettent pas les anti-parlementaristes, mais ils mettent la France insoumise, ils mettent le Parti communiste français, alors que ces gens-là sont historiquement de la gauche et non de l'extrême gauche. Et donc, voilà, c'est un peu fourre-tout le front républicain, surtout quand c'est des gens comme Sarkozy qui en parlent. Et donc, moi, ça ne me convainc pas spécialement, pour être franc. Alors, d'autant plus que j'étais en train de regarder sur la page Wikipédia Alliance électorale du Front National, ça existe, que la droite elle-même, dans son histoire, a noué plusieurs fois des alliances avec l'extrême droite dans les années 70-90 notamment. Alors, bien que la première alliance, la première fois que on a dragué l'électorat de l'extrême droite et placé, selon Wikipédia, en 1973 pour l'élection municipale à Montpellier, où Georges Frêche drague l'électorat frontiste pour gagner l'élection municipale. Mais c'est vrai qu'entre 1977 et 1998 notamment, plusieurs fois, il y a eu des alliances entre, à l'époque, ce qui était les Républicains, donc le RPR, et le Front National. Donc finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que le Front républicain est une notion plutôt récente dans l'histoire française, même extrêmement récente, plus récente que d'autres notions de front antifasciste comme le Front populaire. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'au fait, finalement, aujourd'hui, le Front républicain tel qu'on l'appelle est un instrument aujourd'hui qui permet justement de maintenir à distance respectable le Rassemblement national, et aussi empêche l'union des gauches, le Front populaire, qui lui serait à même en réalité d'apporter un réel changement à l'élection, lors d'élections, et un réel changement structurel en France, puisque aujourd'hui la thématique du changement de République, c'est la gauche qui l'a et pas du tout l'extrême droite, Benoît. Disons que ce que je disais sur la conception d'extrême droite de la politique, de l'organisation de la vie en société, avec notamment un chef, ce qui s'est vu dans tous les pays qui ont connu l'extrême droite au pouvoir, avec Pinochet, avec Franco, avec Salazar, voilà, tous ces, avec Perón, tous ces pays qui ont connu l'extrême droite au pouvoir. Et donc je ne fais pas de point Godwin en parlant des années 30 parce que je pense que on est dans une autre séquence, et là je donne des exemples qui sont plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle, donc beaucoup plus proches de nous de manière temporelle. Voilà, c'est toujours un chef, parfois militaire, parfois issu d'une autre, de la classe politique, mais qui donne ses ordres de manière ultra verticale. Et tout le monde est le doigt sur la couture du pantalon, donc voilà, et ça moufte pas. Et puis s'il y a des manifestations, elles sont réprimées dans le sang et dans les larmes. S'il y a des grèves, elles sont interdites, etc., etc. Et en fait, la Ve République aujourd'hui, elle est de plus en plus mûre pour être cueillie par l'extrême droite. C'est ça en fait le problème, c'est que tous les outils dont l'extrême droite aurait besoin pour organiser le pouvoir selon son prisme, selon sa grille d'analyse, selon ses aspirations, en fait, tous ces outils sont petit à petit mis en place
pour répondre à ce pouvoir concentré sur une seule personne, un pouvoir où il y a de moins en moins de séparation des pouvoirs, notamment judiciaire, parlementaire et exécutif. Et donc voilà, la Cinquième République n'empêcherait pas l'extrême droite d'arriver au pouvoir et n'empêcherait pas l'extrême droite d'exercer le pouvoir, tout en restant dans la Cinquième République. Et c'est en ça que clairement, ils peuvent se contenter effectivement des institutions en place en changeant certaines choses, mais pas tout. Euh, Alors que effectivement, l'exigence d'une sixième République avec donc une ce que je pense être une respiration démocratique, parce que si on commence à parler de sixième République et que on se dit bon bah cette fois on s'y met, dans toutes les strates de la société, il y aura une politisation parce que chacun dans tous les secteurs, dans tous les cercles sociaux va débattre avec ses collègues, avec ses amis, avec ses proches de comment il voit la vie en société. Et du coup, ça sera une politisation surtout des classes exploitées, surtout des travailleurs. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, la bourgeoisie, elle est déjà politisée. Et du coup, cette politisation, ça me semble intéressant de la mettre en place, et ce serait le fruit d'un débat national sur comment on change les règles de vie en société. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas l'aspiration majoritaire dans le pays, aujourd'hui. Ça peut le devenir rapidement parce qu'on vit quand même avec la crise du Covid, avec la crise économique, la récession et qui ne sera pas résorbée avant des années et des années en France. On vit des institutions un peu en faillite et donc une accélération de l'histoire. Donc peut-être que ça peut changer rapidement. Peut-être que ça peut changer d'ici 2022 et que l'idée de sixième République devienne finalement majoritaire dans le pays, ou du moins dans les suffrages exprimés dans les urnes, mais il y a quand même une aspiration à l'ordre, et l'ordre de manière brutale, brutalement exercée, brutalement forcée, qu'on force les gens à, à accepter cet ordre, à s'y soumettre, cet ordre réactionnaire pourrait être exercé dans le cadre de la Cinquième République. Voilà. Enfin, faut pas fumer non plus. Hein. Tu compares quand même le Chili de Pinochet avec la France aujourd'hui. Le Chili de Pinochet, c'était un pays qui n'était pas aussi développé que la France aujourd'hui, qui est un pays en plein développement, où aussi la démocratie libérale, ça a une certaine histoire. On est quand même dans le pays, à la patrie des droits de l'homme et tout. Tu penses que malgré tout ça, on peut comparer ces deux pays? Alors, comparaison n'est pas raison. Et si je prends ces exemples-là, c'est parce que c'est pour prouver ce qu'est l'extrême droite au niveau international, au niveau là où elle avait, là où elle a déjà pris le pouvoir. Dans un autre style, on peut considérer que Vladimir Poutine est un homme d'extrême droite. On peut considérer que Bolsonaro est un homme d'extrême droite. On peut considérer que Donald Trump est un homme d'extrême droite. Et ces gens-là, ils sont pas trop chauds pour lâcher le pouvoir même quand les urnes ont parlé contre eux. Donald Trump a quand même organisé une invasion du Capitole, même s'il s'est défendu de l'avoir organisé lui-même. Il a bien harangué ses supporters pour qu'ils aillent envahir le Capitole, ce qui est quand même un truc inédit depuis la guerre de sécession. Mais même sur la guerre de sécession, jamais les sécessionnistes, Sécessionniste, oui, pardon, vas-y. Tu iras, voilà, tu vas y aller, tu vas y aller, j'y tranquille. arrive, les sécessionnistes n'ont jamais envahi le Capitole. Donc, en fait, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis que le Capitole à Washington se fasse envahir par des hordes de gens qui veulent renverser la démocratie représentative. Et donc, oui, Pinochet, le Chili des années 70, c'est pas la France des années 2020. Par contre, Donald Trump, les États-Unis des années 2010, ça ressemble quand même pas mal à la France des années 2020. Et donc, le Brésil des années 2020 ressemble aussi un peu. Alors, même si il y a des disparités, des inégalités beaucoup plus fortes au Brésil et une population beaucoup plus grande au Brésil qu'en France, c'est quand même pas tout à fait des cas opposés. C'est pas tout à fait des cas complètement opposés entre
les États-Unis et puis le pays qui serait le plus pauvre du monde, quoi. Donc voilà, si je voulais prendre ces comparaisons, c'est parce que ça me semble être pertinent de voir quel, quel, quel exercice du pouvoir pratique l'extrême droite. Et après, oui, effectivement, on n'est pas à deux doigts d'être dans une dictature militaire, mais il faut jamais sous-estimer ce dont l'extrême droite est capable. Et sous-estimer l'extrême droite en se disant finalement ce sera pas pire que les autres, finalement on a tout essayé donc pourquoi pas eux, c'est faire preuve d'une méconnaissance historique et géographique et géopolitique. Et du coup, voilà, il faut toujours faire attention à ça. Et donc, c'est pour ça que j'alerte là-dessus. C'est-à-dire que Macron, on le combat, mais il faut aussi combattre le Rassemblement national, clairement, clairement. Alors, t'as Furagra qui nous sort alerte but, premier but du match marqué par la Belgique. Ok, bon Ah, bah, magnifique. écoute, moi je suis même pas en direct, donc là Furagra il me spoil salement. Bah c'est pas grave, je te pardonne, je te pardonne. En tout cas pour la physionomie du match, pour ceux qui ont un petit œil sur le match, elle est plutôt clairement du 50-50. Là je parle, donc là je suis à la 38e minute. Hein. Donc voilà, et c'est plutôt 50-50, des bonnes occasions de la part d'une part et de deux autres. Là, je viens de voir d'ailleurs que Thomas Meunier a tenté un exter de la sortie de la réparation. Oula, qui c'est qui a tenté ce truc-là? C'est Diogo Jota, Diogo Jota. En tout cas, c'est un match plutôt animé, donc ça fait plutôt plaisir. Bon, alors on revient à nos moutons, hein. Et tu parlais de Donald Trump, et effectivement, d'ailleurs Donald Trump, il a profité lui en 2016 d'une abstention record, hein, enfin d'une abstention record. En tout cas, du phénomène qui dure depuis un certain temps, puisque on parlait déjà lors de l'élection de Bill Clinton du problème de l'abstention aux États-Unis et de la dépolitisation en particulier des classes populaires, ce qui a entraîné donc l'élection de Donald Trump. Après, c'est pas la première fois qu'on a une personne du show business qui avait été élue, hein, puisque je rappelle quand même que c'est Reagan qui venait lui aussi du showbiz. Donc voilà. Là, on parle quand même d'une participation définitive à 34%, donc soit un point en plus que lors du premier tour. La semaine dernière, on demandait déjà si il y avait une quelconque légitimité aujourd'hui à gouverner quand tu représentes aussi peu de personnes. Pour autant, le Rassemblement national, historiquement, on les voit plutôt comme, je veux dire, des personnes qui sont finalement, dont le réservoir de voix est plutôt limité comparé à la droite et à la gauche, mais dont on voit qu'elles sont des masses de personnes qui votent, qui sont plutôt hyper mobilisées. Mais là, ça n'a pas permis, justement, dans un cadre d'abstention aussi forte, aussi élevée, que finalement le Rassemblement national gagne une région. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec l'abstention, Benoît? Alors, bon, tu, tu parlais de la discussion de la légitimité et sur l'abstention, est-ce qu'on en fait trop? Alors, la légitimité, d'abord, les électeurs pourront considérer que les élus de ce soir ne seront pas légitimes. Par contre, les élus de ce soir se sentiront légitimes pour diriger les régions ou pour mener l'opposition dans les régions. Et du coup, ça, c'est quand même quelque chose qui est une grande limite de notre démocratie représentative. C'est que, en réalité, comme rien n'est fait pour favoriser la participation, comme il n'y a eu aucun travail ni du gouvernement ni des médias pour, par exemple, diffuser des clips de campagne, pour, par exemple, expliquer de quelles compétences relèvent du département, quelles compétences relèvent de la région, en quoi, finalement, tout ça, ça aura un impact sur la cantine scolaire de leurs gamins, aux citoyens, sur le prix des transports, etc., etc. Bah forcément, ce travail-là n'étant pas fait, il y a un fossé qui se creuse entre les élus et les électeurs
et surtout et le reste de la population qui ne se déplace plus aux urnes. Ensuite, sur l'autre question qui était, si tu peux me la rappeler, Adam. Bah, c'était surtout sur cette question, voilà, Ouais. est-ce qu'on n'en fait pas trop un peu avec l'abstention? D'ailleurs, Furakrag qui se permet de rebondir. Que pensez-vous des candidatures spontanées des membres de l'extrême droite se revendiquant tous du parti des abstentionnistes? Je pense notamment à Éric Zemmour qui, pour les présidentielles, est pressenti à moins de 5%. Bah, écoute, je sais pas, Benoît, si tu as quelque chose à penser par rapport à ça. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, euh, ça, c'est aussi un peu aujourd'hui, toute la place que l'on fait, et ça on en parlait déjà la semaine dernière, hein, toute la place que l'on se fait aujourd'hui de l'idée qu'on se fait même du citoyen. Aujourd'hui, le citoyen, c'est la personne qui va voter, ce qui est une notion relativement restrictive finalement. Et aujourd'hui, de ce fait, si la seule manière d'exprimer sa citoyenneté et donc d'être en accord ou en désaccord, ou en tout cas d'exprimer son droit en désaccord, c'est l'abstention, c'est clair que ça n'avancera pas le schmilblick. Je m'explique. Un vote, ce n'est que une facette de ce qui exprime de ce qu'exprime un citoyen. En réalité, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. D'ailleurs, toutes les démocraties dans le monde ne se sont pas faites avec des scrutins uninominaux à 2 tours, enfin des élections à 2 tours, etc., tel qu'on se visage en France. Ça n'existe qu'en France finalement. Et en fait, aujourd'hui, penser que la légitimité ou non de l'élection vient sur la question des abstentionnistes, etc., moi, ça me fait penser à une série qui est produite par Canal+, Baron Noir, dont je ne spoilerai pas plus, mais dont cette idée se fait sentir. Or, aujourd'hui, comme le dit Benoît, en fait, dès lors que tu es élu, institutionnellement, dès lors que tu gagnes la course à l'élection, institutionnellement, tu es élu et tu es légitime pour gouverner en ton âme et conscience. Donc, pour moi, l'abstention, ce n'est qu'un outil de propagande politique au service de quelques-uns pour faire sa tambouille, en fait, en réalité. Une tambouille démagogique, puisque du coup, ils se présentent comme des abstentionnistes, mais il faut voter pour eux pour être la voix des sans-voix, presque, aujourd'hui. Or, c'est pas comme ça que ça s'envisage, puisque aujourd'hui, on n'est pas dans un phénomène d'apartheid. Les sans-voix, ils ont le droit de vote, mais ils ne votent plus. Ils ne votent plus parce que ça ne les intéresse plus, et ça ne les intéresse plus peut-être aussi parce qu'ils en ont assez des leaders charismatiques. Et là, il se trouve qu'il y a un leader charismatique comme Éric Zemmour qui parle certes bien dans les plateaux télé, qui dit quelque chose qui est un peu en décalage avec la plupart de ses confrères et de ses collègues ou de ses concurrents, comme on voudra. Et aujourd'hui, on en voit comme un leader charismatique. Bah, moi, ça m'a l'air d'être un petit peu un candidat monté de toutes pièces justement pour agiter un peu la peur. Et le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, ça marche tant que le monstre est sous une chape de fer. Mais le jour où ce ne sera plus le cas. Et moi, par exemple, je suis pas totalement d'accord avec l'analyse de Benoît. Je pense clairement que le Rassemblement national peut être faiseur de gouvernement. Admettons aujourd'hui le bloc de droite représenté par La République en Marche et par les divers partis de droite arrive avec 5,6 millions de votants ou quelque chose quelque chose d'analogue pour l'élection législative et n'est pas en position de gouverner seul. Eh bien, écoute, ils auront guère le choix. Soit ils vont mener une majorité stable avec la gauche, ou soit ils vont mener une majorité stable avec l'extrême droite. Et donc, tout dépendra de l'élection présidentielle. Et si Marine Le Pen, elle est au second tour de l'élection présidentielle, et qu'il y a eu des candidats qui ont été assez minoritaires, mais qui ont permis de rendre populaire ces thématiques de campagne, eh bien, en fait, il est clairement probable, en tout cas, à mon sens, que la digue que représente le Front républicain puisse s'effondrer. Et ça, effectivement, ça s'est déjà vu dans l'histoire. Et moi, j'ai pas peur d'y aller. Je le fais, le point Godwin, mais je cite le point Godwin, mais c'était le cas, par exemple, dans les années 30 en Allemagne. Et c'est bien pour ça qu'en fait, aujourd'hui,
le parti nazi s'est retrouvé au pouvoir dans les années 30. C'est qu'il y a eu un gouvernement d'union populaire. Furakrac, je prenais l'exemple de Zemmour, mais c'est logique, amène à des dérives et tel Bigard et son complotisme plus que exacerbé. Alors, Benoît, c'est une question que je te pose. Le complotisme, est-ce que pour toi, c'est l'expression d'une révolte populaire dans une société fasciste? Puisque Bigard, il a quand même plutôt un humoriste. Je suis pas un fanatique de Bigard, clairement pas. Je suis pas fan de son humour, mais c'est quand même plutôt un humoriste populaire. Et aujourd'hui, il a cette image un peu populaire. Et le complotisme, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a qu'à voir toutes les vidéos qui marchent sur YouTube, bien plus que certaines de nos propres productions. Sur Infoscope. Est-ce que pour toi le complotisme ce serait un peu la gauche de l'extrême droite, quoi? Alors, déjà, une information quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est que La République En Marche s'est pris une raclée partout où elle s'était maintenue au second tour. Partout où les candidats LREM, donc du parti macroniste, s'étaient maintenus au second tour des régionales, ils ont fini partout dernier et souvent en dessous des 10% dans l'intégralité des régions où ils étaient présents, sauf peut-être à l'exception de La Réunion. Ensuite, le complotisme, est-ce que c'est l'expression populaire dans un État fasciste? Est-ce que c'est l'aile gauche du fascisme? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui remettent en question les versions officielles de l'histoire, les versions officielles des événements. Et le complotisme, effectivement, se nourrit de l'extrême droite et l'extrême droite se nourrit du complotisme. C'est-à-dire que par un manque de repères, plutôt que d'aller vers une analyse scientifique de la situation, on va céder à des discours complètement délirants sur voilà, il y a un ordre secret qui dirigerait le monde, ça pourrait être les francs-maçons, ça pourrait être les sionistes, ça pourrait être les reptiliens ou que sais-je, et du coup, enfin voilà, c'est le complotisme peut aller très très loin et fonctionne un petit peu comme une secte, mais pas en termes d'organisation sociale, mais en termes de propagande des idées. Ça marche sur la persuasion. On l'a vu avec le documentaire Hold Up, par exemple, qui a fait un buzz monumental, alors que c'était juste un mec qui avait fait un hold up justement sur une cagnotte en ligne. Est-ce que tu y avais réfléchi à cette blague, Benoît? Pas du tout, non. Ah. Mais voilà, c'est juste spontané. En tout cas, voilà, je pense que le complotisme, ça a le vent en poupe parce que il y a beaucoup de choses qui, dans les versions officielles de l'État, des gouvernements successifs, sont discutables. Et c'est la réponse facile en disant tous pourris, en disant on est dans l'antisystème. Et effectivement, Zemmour, c'est quelqu'un qui incarne un petit peu ça. Alors, Furakrac disait qu'il était en dessous de 5%. Le premier sondage qui a mis Zemmour comme hypothèse de candidature à la présidentielle, il a été crédité à 5,5%. C'était un sondage du Point, du journal Le Point. Et Zemmour, c'est pas seulement le complotisme, c'est un racisme assumé, c'est un racisme viscéral assumé par rapport à un Rassemblement national qui tente de se normaliser. Et ce racisme viscéral de Zemmour fait passer le Rassemblement national pour des gens plus acceptables, pour plus modérés. Et là-dessus, effectivement, je reviens sur ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'il y a un risque, effectivement, que le RN ait beaucoup plus d'élus à l'Assemblée nationale que n'en a eu le FN en 2017. Et donc, je ne pense pas que Macron, par exemple, ou Édouard Philippe ou Xavier Bertrand soient prêts à gouverner avec le Rassemblement national. Par contre, ils peuvent être une minorité de blocage et imposer leurs propres amendements, puisqu'ils auront certainement un groupe à l'Assemblée nationale suite à 2022. C'est du moins un risque assez énorme. Et donc, voilà, ils pourront imposer leurs amendements, ils pourront empêcher des lois d'être les seules lois un petit peu progressistes, un petit peu de gauche du gouvernement de droite élargi, on va dire. Si ce gouvernement a bien lieu en 2022, bah, ces réformes-là un peu progressistes, bah, elles seront retoquées par une minorité de blocage de l'extrême droite.
Ça, c'est une possibilité. Et enfin, sur les mouvements de politisation, c'est sûr que la politisation, elle ne passe pas que par l'élection, elle passe aussi par la solidarité concrète de terrain, la solidarité dans les syndicats, la solidarité dans le secours populaire, dans les restos du cœur, dans tout ça. Et ça, en fait, c'est des moments de politisation qui sont ultra précieux. C'est des gens qui vont s'investir associativement, qui vont s'investir syndicalement et qui pourront, du coup, refaire le monde entre guillemets avec des gens qui ne connaissent pas forcément, qui ne fréquentaient pas forcément, de milieux sociaux qui ne fréquentaient pas forcément et qui peuvent comme ça refaire le monde et puis réfléchir à comment on change les choses, comment on transforme la société pour qu'elle réponde aux aspirations de l'ensemble de la population ou du moins de la majorité de la population. Alors, ce sondage, il a été commenté par Jérôme Sainte-Marie, président sur Le Point, président donc de Polling Vox, qui est un institut de sondage. Il va ouvrir des boulevards aux idées souverainistes exprimées dans la rue. Bon, c'est quand même des informations quand même qui sont à prendre avec des pincettes à plus d'1 an de l'élection présidentielle et à quelques mois de l'élection législative. Ça, il faut pas se le cacher. Donc ça va être extrêmement important. Quelles leçons peuvent tirer les forces politiques de ces élections pour 2022? Et donc ça va directement dans le sens de ma prochaine question que je voulais te poser, Benoît. Mais en attendant, je voulais vous dire que c'était quand même la mi-temps. Je suis retourné dans le direct, hein. Donc je suis retourné dans le direct. Donc il y a bien 1-0 pour la Belgique avec un but de Torgan Hazard, voilà, qui est clairement meilleur que son frère. Son frère qui est sur le terrain par ailleurs. Il y a Enzo qui dit que le live a craché. Ah, le live a craché. D'accord. Alors attends, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu nous entends toujours? Je m'occupe de ça, hein. Voilà, c'est les premières problématiques. Effectivement. Premier couac. Effectivement. Je m'entends en fond. Bah moi je t'entends C'est normal. bon. Ah, c'est bon. Ok, très bien, parfait. Ouais, bah c'est parce que c'est parce qu'en fait il a pas voulu, il a pas supporté le fait que la Belgique gagne la première mi-temps mon PC. Enfin, c'est le PC donc de Fatriouk, hein, à qui je fais une petite dédicace. Alors Furakrag, donc qui pose la question: quelles leçons peuvent tirer les forces politiques de ces élections pour 2022? Et moi je te pose la question, cette question suivante, Benoît. Pécresse et Bertrand qui gagnent leurs élections respectivement donc dans leur région. Donc Pécresse qui est présidente de région. Où ça, Benoît? Île-de-France. C'est bien, c'était pour voir si tu suivais. Et Xavier Bertrand? Hauts-de-France. Ouais, j'avais un 12, mais je savais que c'était Hauts-de-France en fait. Est-ce que la course à la présidentielle est lancée? Et notamment pour la droite, est-ce que la course à la présidentielle est lancée? Surtout que la République En Marche a fait des scores catastrophiques. Alors oui, la course est lancée. Xavier Bertrand, il s'était annoncé candidat au régional et candidat à la présidentielle depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc oui, la course est lancée. Xavier Bertrand a fait un discours où, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, il parle, il s'adresse aux Françaises et aux Français, il s'adresse à l'ensemble des citoyens, il s'adresse en parlant de République des territoires. Et donc, oui, Xavier Bertrand, il a clairement lancé le coup d'envoi de la séquence de la présidentielle. Si on peut parler de séquence de la présidentielle, même s'il peut se passer encore pas mal de choses dans le pays d'ici le mois d'avril 2022. Faut pas oublier Laurent Wauquiez, qui est le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a aussi été réélu de manière très forte dans un contexte de grande abstention. Il a réussi à mobiliser ses électeurs. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que le RN n'a pas réussi à mobiliser ses électeurs, mais tous les sortants ont réussi à mobiliser leurs électeurs. Et donc, d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant de remarquer que Valérie Pécresse,
à la tête de la région Île-de-France, Xavier Bertrand à la tête de la région Hauts-de-France et Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont trois présidentiables, entre guillemets, sont trois personnes qui se voient bien occuper le palais de l'Élysée. Alors que tous les présidents de région de gauche, sur tous les présidents de région de gauche, il y en a 5 en l'occurrence en métropole, il n'y en a pas un seul qui se voit à l'Élysée. Du moins, à ma connaissance, voilà, c'est le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Rousset, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, le président de, de la région Bretagne, ils n'ont pas fait des régionales un marchepied vers la présidentielle. Donc là, je pense que la séquence, elle ne fait que commencer. Il peut se passer encore beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, c'est assez difficile de prévoir parce que entre 2017 et 2022, il y aura des millions de jeunes qui vont pouvoir voter pour la première fois et qui n'auront pas voté lors des scrutins intermédiaires, comme on dit, donc tous les scrutins locaux et le scrutin des élections européennes au Parlement. Et du coup, difficile de savoir vers qui vont se tourner les jeunes, les moins de 25 ans, les moins de 23 ans. Tous ces gens qui n'ont pas voté en 2017 et qui, pour certains, se disent on ne veut pas du Rassemblement national, et donc on veut Macron parce que c'est le seul qui tient tête nationalement au Rassemblement national, entre ceux qui peuvent être séduits par la droite traditionnelle, comme Xavier Bertrand, entre ceux qui sont au Rassemblement national, ou qui du moins soutiennent les thèses du Rassemblement national, parce qu'ils considèrent que s'ils n'ont pas de boulot, c'est de la faute de l'immigré, et que de toute façon, ils se voient bien patron, donc c'est pas de la faute du patron s'il y a des délocalisations et compagnie. Voilà. Donc... après, il y a aussi pas mal de jeunes qui, à mon avis, sont très sensibles à la question écologique et qui ne se sont pas encore exprimés dans les urnes et qui pourraient effectivement s'orienter vers un candidat qui a une fibre écologiste assumée. Ça peut être à gauche notamment, en fait, hein. C'est notamment à gauche ou à Europe Écologie Les Verts qui est aussi qui s'affirme aussi comme une composante de la gauche. Donc difficile de tirer des plans sur la comète et de faire des pronostics aujourd'hui sur qu'est-ce qui va se passer en 2022. Par contre, si les élections de 2022 sont aussi mal organisées que les élections régionales, avec Adrexo qui a été un fiasco monumental, où les mecs, ils sont habitués à distribuer des catalogues La Redoute, et quand on leur demande de distribuer du matériel de vote électoral, ils sont incapables de faire le travail correctement parce que en fait leurs salariés sont sous-payés, parce qu'ils mettent une pression de fou aux salariés en leur demandant de boiter 100 maisons ou 100 boîtes aux lettres en 5 minutes, bah forcément le travail il est mal fait et donc ça a été un fiasco pour ces régionales si ça se reproduit c'est vraiment une volonté de sabotage qui sera manifeste de la part du ministère de l'Intérieur et donc de la part de Macron en personne. Donc j'espère que les élections présidentielles seront un moment de politisation sur le fond, avec des débats sur le fond, sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc il y a le Covid évidemment, mais il y a aussi pas mal d'autres sujets, hein, le chômage de masse, la récession, et donc comment on sort de cette crise. Et la vraie question, c'est ça, c'est comment on sort de cette crise. Est-ce qu'on en sort par le haut, par une solidarité populaire, ou est-ce qu'on en sort par le bas, entre guillemets, en s'abaissant aux bas instincts, j'ai envie de dire, d'une partie de la population radicalisée vers radicalisée parce que ultra divisée ou qui prône la division populaire. Et quand je parle de radicalisé, je parle de l'extrême droite ou de la droite radicale, des gens comme Laurent Wauquiez, quoi. Donc voilà.
Alors, le match de la Belgique et du Portugal a repris. Et d'ailleurs, Kevin De Bruyne cède sa place à Dries Mertens, le bel et élégant joueur du SCC Napoli. Il en est le meilleur buteur de l'histoire, d'ailleurs, pour les aficionados de petites statistiques. Furakrag qui nous dit Laurent Wauquiez, dans son discours, laisse planer le doute quant à 2022 sur le candidat de la droite. Certains pensent à Xavier Bertrand, certains Wauquiez. Plus que 2022 lancé, leur primaire sera décisif quant à la figure des Républicains. Si on nommait la Réunion, l'ensemble des régions reste à la main des mêmes personnes, dit-il entre guillemets. Estrosi et d'autres membres des Républicains tournent leur analyse sur le fait que les Français ont eu confiance en la gestion de leurs représentants. Le PS, quant à lui, annonce une annulation morale de ces élections. Qu'en pensez-vous? Alors, qu'est-ce que tu entends par annulation morale? Si tu peux nous expliquer dans le chat ce que ça signifie pour toi, Furakrag. Et je voulais revenir par rapport à ça, puisque du coup, forcément, moi, c'est par rapport à ce que tu dis, Benoît, et par rapport à ce qu'écrit Furakrag dans le chat. Mais moi, je vois pas Xavier Bertrand, ni Wauquiez, ni Pécresse, ni qui que ce soit au sein donc des Républicains avoir une gueule de présidentiable, tout simplement parce qu'ils ont un programme qui est peut-être adapté à des régions, mais qui n'est pas adapté nationalement. Aujourd'hui, voilà, enfin, je pense que depuis Nicolas Sarkozy et sa politique plutôt clientéliste, on va pas se mentir, il y a des choses qui ne passent plus ou qui ne passeraient plus, qui aujourd'hui fonctionnent encore encore par exemple régionalement. Je pense par exemple encore une fois à ce fameux soutien donc de Maître Gims à la politique de Valérie Pécresse à la vue de l'élection présidentielle. Si ça flairait pas le clientélisme à bon coup, je me demande ce que c'est. Aujourd'hui, ça, ce sont ce genre de choses qui sont très clairement critiquées dans les discours. Furakrag donc du coup me dit le fait que la gestion des régions ne change pas, l'abstention de masse rendrait ces élections comme inutiles. Alors oui, voilà, et ça effectivement peut-être que ces élections il y a eu un désintérêt populaire par rapport à ça, mais il n'empêche que la droite a fini par quand même garder ces personnes mobilisées, alors que la gauche, notamment là où elle aurait pu gagner, c'est-à-dire je pense notamment dans les Hauts-de-France, avec quand même une liste d'union totale de la gauche derrière Karim Adeli, qui n'a pas réussi à finalement battre Xavier Bertrand, mais c'est la même chose aussi quand même là où on vit, donc dans les Pays de la Loire, où il y a eu une fusion au premier tour entre Mathieu Orphelin et Guillaume Garot pour que Mathieu Orphelin puisse concurrencer Christelle Morancet. D'ailleurs, moi je me rappelle la semaine dernière, France 3 parlait et France 2 parlait donc des Pays de la Loire comme une perspective de gagner. Ça n'a pas été le cas. Pourtant, on avait tout. On avait l'Alliance à gauche, on avait une personnalité qui était quand même beaucoup plus connue que Christelle Morancet, qui est pas extrêmement connue en dehors de notre région et encore dans certains points de nos régions. Et en fait, aujourd'hui, voilà, le problème, c'est ça, c'est que la personne présidentiable à droite, c'est Emmanuel Macron. Il n'y a pas de chichi à avoir. Mais par contre, la structure qui permettrait à la République en marche, à Emmanuel Macron d'être président, c'est pas la République en marche, puisque la République en marche est arrivée dernière dans toutes les élections. En tout cas, là où elle s'est maintenue. Est-ce que aujourd'hui l'espoir, en tout cas pour Emmanuel Macron d'être réélu, c'est de s'appuyer plus fortement sur sa jambe droite que sur sa jambe gauche, comme il l'avait fait en 2017. Enfin, contrairement à ce qu'il avait fait en 2017, Benoît. Alors déjà, pour réagir sur ce que tu disais, Adam, sur Bertrand, Pécresse, Wauquiez, qui n'ont pas des gueules de présidentiables, faut pas oublier que Macron, en 2016, il n'avait pas du tout une gueule de présidentiable. Et qu'il faut pas sous-estimer la propagande des médias qui peuvent fabriquer un produit électoral, un candidat en l'occurrence, qui répond aux intérêts des propriétaires financiers de ces médias. Oui, Et mais donc, Pécresse, Wauquiez, ça sonne la politique à la papa, quoi. Ça sonne un peu les sarkozystes ou même les chiracistes, quoi, pour... voilà, ouais, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense pas effectivement que ces gens-là. Enfin, le mieux placé de ces trois-là, c'est Xavier Bertrand, parce qu'il a annoncé la couleur. Après, pour revenir un peu sur la séquence présidentielle, elle ne fait pas que. C'est pas que maintenant qu'elle commence. Elle a commencé un petit peu avant, parce qu'il y a déjà des candidats déclarés. Marine Le Pen s'est déclarée
début 2019 ou dans début 2020. Donc à plus de 2 ans de l'échéance, elle s'était dite candidate à l'élection présidentielle, certainement pour couper l'herbe sous le pied de Marion Maréchal et de d'autres comme le général de Villiers. Euh, mais il y a eu aussi Jean-Luc Mélenchon qui s'est déclaré candidat à l'automne 2020. Il y a eu aussi donc Xavier Bertrand qui s'est déclaré candidat à l'automne 2020, juste avant ou juste après l'annonce du nouveau confinement de l'automne-hiver 2020. Et, euh, et en mai, il y a eu aussi Fabien Roussel qui a été officiellement investi par les communistes comme candidat à la présidentielle. Donc en réalité, il y a déjà plusieurs candidats déclarés. Je pense que ces candidats-là, c'est pas anodin parce que c'est des candidats qui, à mon avis, auront les 500 signatures de maire ou d'élus. Donc voilà. Maintenant, Macron, jambe droite, bien sûr, Macron, il s'appuie beaucoup plus sur sa jambe droite. Après, Macron, vu qu'il gère quand même les choses de manière très personnelle, très avec quelques conseillers qui visiblement lui cirent les bottes plus qu'autre chose, et Macron qui prend finalement plus ses décisions en fonction des rencontres du soir, des visiteurs du soir de l'Élysée, dont font partie des gens comme les grands capitalistes, hein, comme Xavier Niel, Patrick Drahi, voilà, Bernard Ou Arnault, même Nicolas Sarkozy d'ailleurs qu'on et sait, Nicolas Sarkozy ouais, aussi. qui n'est pas un Donc capitaine d'industrie, mais qui est un de leurs plus proches conseillers maintenant aujourd'hui. c'est vrai, Nicolas Sarkozy est très proche d'Emmanuel Macron. Donc oui, jusqu'à présent, Macron, et en tout cas dans son exercice du pouvoir, il s'appuie vachement sur sa jambe droite. Après, il va essayer de faire la jonction avec le centre-gauche, du moins ne pas abandonner trop de voix à gauche, même si on est dans un pays où la droite est plutôt majoritaire. Il va quand même essayer de racler des voix à gauche, et donc il va certainement se faire passer pour un candidat écologiste parce que c'est porteur aujourd'hui, parce que c'est dans la tendance du jour, de la séquence de l'histoire dans laquelle on se trouve. Euh, il va certainement, pourquoi pas, il pourrait faire un revirement à 180 degrés en changeant de ministre de l'Intérieur, en mettant quelqu'un de plus à gauche que Gérald Darmanin, même si je pense pas que ce soit sa stratégie aujourd'hui. Il pourrait le faire. C'est pas une hypothèse complètement improbable. Et donc, par exemple, quelqu'un avec qui il dirait, si je suis réélu en 2022, je vais légaliser le cannabis, par exemple, ce qui peut plaire à énormément de jeunes et ce qui lui ferait perdre pas tant de voix que ça des électeurs plus âgés, parce que aujourd'hui le cannabis, par exemple, c'est quand même un produit de très grande consommation depuis plusieurs décennies. Voilà. Et voilà, je pense qu'il est plus sur sa jambe droite, clairement, mais il va quand même essayer d'avoir une jambe gauche. Et donc là-dessus, il a par exemple Éric Dupond-Moretti qui incarne voilà la justice aujourd'hui en tant que garde des Sceaux et donc qui est plutôt en tant que défenseur de tous les, enfin, il incarne un certain état de droit que n'incarne pas du tout Gérald Darmanin, par exemple, et ainsi de suite. Et enfin, pour finir sur l'union de la gauche, puisque c'était aussi une des questions que tu m'as posées, et que nous ont posé les quelques personnes qui nous suivent, l'union de la gauche, c'est effectivement pas du tout la garantie de gagner, mais c'est souvent la condition pour gagner. Quand on voit par exemple la région Bretagne, où le candidat dont j'ai oublié le nom, Loïc euh, Chenet-Penet, ouais, en même temps, je t'en veux pas, il a un nom de breton, ouais, quoi, hein. voilà, c'est ça. Donc Loïg, de son prénom, qui est donc le sortant, il ne fait pas les 33% qui lui permettent d'avoir, du fait de l'organisation de ce scrutin, des règles de ce scrutin, il ne fait pas les 33% nécessaires pour avoir la majorité des sièges absolus au conseil régional. Il sera obligé de composer avec les Verts, qui se sont présentés sans lui au second tour. C'est le seul exemple aujourd'hui des régionales où la gauche sortante n'est pas arrivée en tête du fait de la division, mais ça prouve quand même que c'est quand même beaucoup plus dur de gagner divisé que de gagner avec une dynamique de rassemblement derrière soi. Maintenant,
l'union de la gauche, faut pas se leurrer, elle aura probablement pas du tout lieu en 2022. A priori, elle n'aura pas lieu en 2022. Donc, la question, c'est les limites de l'union de la gauche. Et si union il doit y avoir, il faut que ça se fasse sur un projet, il faut que ça se fasse sur un programme partagé. Et je pense que la question de la sixième République ou la question de la propriété publique de la santé comme bien inaliénable de la nation et de ses citoyens, avec par exemple la propriété publique des laboratoires pharmaceutiques et de la production de médicaments et de dispositifs médicaux relocalisés en France, ça pourrait être un axe de campagne très intéressant, un axe programmatique sur lequel on pourrait mettre d'accord plein de gens qui sont aujourd'hui soit à gauche, soit nulle part, mais qui seraient sensibles à cette idée si le débat permettait mettre en valeur cette idée. Voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, prouve que la gauche n'a pas dit son dernier mot, mais par contre, il faut qu'elle s'unisse sur des idées, sur un programme, sur des mesures, sur des réformes concrètes. Ça, c'est clair que voilà. Et la réforme n'est pas un gros mot, même quand on est révolutionnaire, parce que c'est souvent la réforme qui permet de créer petit à petit les conditions d'une transformation plus complète de la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, quoi. Alors, il y a Christine Fourage qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous, nous dit-elle. Bonsoir à elle. Je prends les choses en route. Comment avez-vous analysé les résultats en Pays de la Loire? Furacrag a dit ce qui a été fait, c'est surtout un bilan national, mais on pourra faire un petit focus sur les Pays de la Loire si ça t'intéresse. Et que se passe-t-il en Maine-et-Loire, genre à Angers 6? Alors, pourquoi diable ça t'intéresse les élections en particulier à Angers 6, Christine? Il va falloir que tu m'expliques. Mais pour te répondre assez rapidement, alors Christine Fourage, François Gérignon et Véronique Goucasso sont élus. Selon les analyses, oui, effectivement, ça semble être le cas avec 59%, 59,73% des votes contre 40%, 40,27% des votes. Voilà, donc 5274 votants pour le binôme d'hiver droite à Angers 6 et 3555 votants pour le binôme Chiron-Penel-Sylvie Pagano-Alain. Voilà. Alors, il se trouve qu'à Angers, Angers 4 passe à gauche avec Florence Lucas et Jean-Luc Roturo. Grégory Blanc et Marie-France Renoux sont réélus. Et Brigitte non, ça c'est déjà le comptant des pensées, mais Brigitte Guglielmi et Vincent Guibert sont élus pour la gauche. Voilà. Jean-Luc Roturo à gauche, bah en tout cas, c'est marqué en rose symptomatique de la gauche socialiste sur le petit Google Maps du Courrier de l'Ouest. Élection départementale, résultat canton Angers 2, Véronique Maillet et Yvon Richard sont élus. Est-ce qu'on a des nouvelles de Grégory Blanc qui est intervenu dans le premier épisode de Nous sommes en guerre? Donc Grégory Blanc serait parce qu'il avait combattu la privatisation d'un hôpital public. Oui, Grégory Blanc serait réélu a priori avec 66,42%, soit 5470 votes face à Anne Gauthier et Grégoire Lenné qui ne récoltent que 33,58% des votes et 2316 votants. Donc voilà pour les résultats à Angers 6. Pour les résultats en Pays de la Loire, pour répondre à ta question, Christine Fourage, donc Christelle Morancet a été effectivement réélue. Alors du coup, c'est un beau pied de nez aujourd'hui à mon avis, à plusieurs choses, hein, mais déjà, la première chose, c'est que cela confirme, bien que aujourd'hui, tout le monde s'était un petit peu chauffé, Mathieu Orphelin, Guillaume Garot, ils vont faire l'alliance au second tour et on va aller gagner l'élection régionale grâce à ça et tout. C'est un peu un pied de nez aujourd'hui à une région qui a été pendant un certain temps à gauche, mais c'est une région où les terres de droite sont très ancrées, bah, notamment dans notre Anjou natal, tout le monde le sait bien et tout. Ensuite, je pense que c'est aussi, et j'en reviens à ce que disait d'ailleurs Benoît par rapport à ça, hein, tout simplement, c'est que aujourd'hui, la gauche, et notamment quand elle est unie, c'est peut-être un préalable à la victoire, mais ce n'est pas une condition. Alors toi, tu dis que cela confirme peut-être que Mathieu Orphelin à gauche est un repoussoir. Moi, j'ai une autre analyse qui pense que
au-delà de la personne de Mathieu Orphelin. Parce que pas tant de gauche que ça, oui, c'est vrai, peut-être, mais puisqu'il a été député La République En Marche, mais je rappelle quand même que Guillaume Garot a soutenu la déchéance de nationalité au moment du débat en 2015 après les attentats du Bataclan. Et ça, bah, c'est pas non plus de gauche. Moi, je pense surtout qu'en fait, il y a eu une division entre la gauche traditionnelle, c'est-à-dire la gauche des partis, des deux grands partis, Parti communiste et Parti socialiste, et la New Left, comme on pourrait dire, en plus j'anglicise, donc c'est pas mal, entre donc Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Et cette division, elle a empêché en réalité d'avoir une dynamique de campagne qui puisse battre en réalité Christophe Morançais, qui était le candidat de toute la droite, de la droite la plus conservatrice, c'est-à-dire notamment par l'ancien président de la région qui est, Benoît, tu vas me rappeler son prénom parce que je viens de le louper. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, alors que alors Bruno Retailleau qui a soutenu Christelle Morancet, mais Christophe Béchu, qui est plutôt un maire de droite libérale, a soutenu aussi Christelle Morancet. Donc elle a réussi à faire l'union des droites dès le premier tour, ce qui n'a pas été le cas de la gauche. Et ça, je pense qu'elle empathie par rapport à ça. Les résultats du premier tour des départementales 2021. Maine-et-Loire, participation 29,36%, binôme divers droite 37,27%, binôme d'union à gauche avec des écologistes 22,37%, binôme Rassemblement National 10,95%. Source Ouest France, pour se donner un ordre d'idée. Oui, voilà, et puis bon, dans le Maine-et-Loire, forcément, ce sont des candidats de gauche, mais il faut aussi rappeler que pour les élections départementales, dans le Maine-et-Loire notamment, ce n'était pas tant une candidature d'union qu'un pacte de non-agression avec des alliances à la marge. Bon, dans la plupart des cantons, certes, mais avec aucune direction départementale. Et il n'y a eu aucun couplement de l'élection départementale avec l'élection régionale à gauche, ce qui a été le cas notamment pour le Rassemblement national, mais aussi pour la droite. Et ça, c'est quand même aussi un fait. C'est qu'aujourd'hui, tout indiquait qu'il fallait coupler, et ce n'a pas été le cas. Après, bon, moi, je suis commentateur politique, hein, bien sûr. Je suis pas dans les arcanes un peu du pouvoir et des bureaux, un petit peu des diverses structures politiques. Donc ça, il faut aussi se le dire. Mais effectivement, Benoît, on peut quand même se dire aujourd'hui que ça reste quand même relativement décevant aujourd'hui la manière dont s'organise la gauche. Aujourd'hui, l'union de la gauche, c'est plus un vœu pieux que en réalité une véritable perspective. On est très loin du Front populaire, et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui permettrait de lutter face au danger du Rassemblement national. Si danger du Rassemblement national il y a, et le Front populaire, ça impliquerait quoi? Ça impliquerait un programme commun à toute élection qui puisse être hautement adaptable. Les gens, finalement, ils ont besoin de clarté. Si on veut leur redonner un goût pour la politique. Alors oui, sur Mathieu Orphelin par exemple, effectivement, je pense que tu avais raison sur l'idée que, bon, certes, il a été candidat macroniste, il a été député macroniste, mais il a quitté la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale en même temps que Nicolas Hulot a quitté le ministère de l'écologie, parce que Mathieu Orphelin est un peu le bras droit de Nicolas Hulot, pour situer. Et donc, c'est en ça qu'il est quelqu'un d'assez connu. C'est lui qui a fait venir Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, par exemple. Et il a été soutenu par Europe Écologie et par la France Insoumise dès le premier tour. Et il est arrivé en tête de la gauche. Donc, Guillaume Garot s'est désisté pour faire une fusion des listes et des programmes entre ces deux listes de gauche. Maintenant, Mathieu Orphelin avait un retard tel sur Christelle Morancet que c'était quasiment irrattrapable. C'est un peu de la même chose qui s'est passé en Île-de-France avec Julien Bayou, qui était si on additionnait les voix des trois listes de gauche qui ont dépassé les 10% en Île-de-France au premier tour, on est un total qui concurrence effectivement Valérie Pécresse, mais
voilà, comme il y a un retard tel entre le candidat qui incarne ce rassemblement au premier tour et le président ou la présidente, en l'occurrence la présidente sortante de droite, eh bien, ce retard n'a pas pu être comblé en une semaine. Et donc, peut-être effectivement que ça a manqué d'une dynamique de rassemblement dès le premier tour pour dire on va changer les choses parce qu'on est tous rassemblés pour changer la région, tout comme on pourrait être tous rassemblés pour changer le pays. Et ce que tu disais sur le Front populaire, c'est assez juste. C'est-à-dire que c'était une alliance un petit peu de la carpe et du lapin, mais n'empêche que c'est ce qui a permis d'avoir des mouvements sociaux très forts qui ont abouti aux accords de Matignon, qui ont abouti au congé payé, un truc qui était inimaginable à l'époque, que les patrons payent des gens pour qu'ils aillent en vacances, quasiment, et donc en dehors de leur semaine de travail. Et donc, oui, c'est certainement quelque chose de ce style-là qu'il faudrait reconstruire parce que, à mon sens, parce que voilà, il faudrait une union non seulement euh, comment dire, conquérante sur les idées, sur le programme, conquérante sur le fait de transformer la société, d'aider, d'éradiquer la misère, par exemple, des grandes réformes sociales et sociétales. Et en même temps, ce serait un barrage au fascisme. Et ce barrage aujourd'hui, ben, on voit que voilà, sur ce qu'on se disait sur le front républicain, aujourd'hui c'est pas le Front républicain avec Sarkozy et Éric Ciotti qui va empêcher le Rassemblement national d'être au pouvoir. Ce qui va empêcher le Rassemblement d'être au pouvoir, c'est le Rassemblement national d'être au pouvoir, c'est un programme assumé de transformation de la société pour ouvrir un chemin d'espoir. Comme certains voient dans le Rassemblement national un chemin de transformation de la société, certes pour revenir à un passé fantasmé, mais ils voient là un moyen de transformer une société qui aujourd'hui les met sur le côté du chemin du progrès, quoi. Et donc, oui, là-dessus, je pense qu'il faut créer une dynamique de rassemblement pour conquérir notamment des abstentionnistes. Et donc, voilà, je pense que ces élections régionales, c'était un peu un tour de chauffe avant des élections qui seront très importantes en 2022. Et voilà, voilà, je finirai là-dessus. Alors, Furakrag dit quelle gauche pour 2022? Petite Christine Fourage répond peut-être faut-il être sur le terrain. La dynamique de rassemblement en elle-même ne suffit pas. Il faut aussi travailler sur le terrain. Alors c'est vrai qu'il faut travailler sur le terrain, Christine, je suis assez d'accord. Alors qu'est-ce qu'on propose factuellement pour justement être sur le terrain et faire gagner la gauche dans ce cas de figure? Alors quelle gauche pour 2022? Ça c'est intéressant ce que tu poses, Furakrag, puisque aujourd'hui on pourrait penser que la gauche, elle va pas extrêmement bien, mais ce serait un peu mentir puisque la gauche, et notamment là où elle sortait, partout où elle sortait, donc dans les 5 fameuses régions de gauche, elle a toujours gagné, elle a gagné toutes ces régions là ce soir, maintenant tout de suite. Donc il y a quand même 5 régions qui restent à gauche. Et notamment, il y en a une qui est extrêmement intéressante par rapport à ça, c'est la région Occitanie, avec Carole Delga comme présidente sortante, qui vient d'être réélue et qui a été réélue avec la même liste qu'elle a eue au premier et au deuxième tour, sans sortir, sans s'allier avec les listes écologistes qui avaient décidé de partir seules au premier tour. Et elle a également refusé toute alliance avec la France Insoumise, arrivée en 6e position du premier tour, 5,06%, considérant que son projet n'était pas compatible avec le discours mélenchoniste, source le Figaro. Quand on voit ça, est-ce que finalement, l'union de la gauche, on n'en fait peut-être pas un peu trop, et finalement, il faudrait peut-être se ranger derrière la voix notamment entre guillemets, j'allais dire presque des puristes, mais des personnes qui ont de la bouteille, comme Jean-Luc Mélenchon, qui disent que l'union de la gauche ressemble beaucoup plus à des tripatouillages entre directions politiques que que une réelle alliance à la base. Voilà. Alors Christine Fourage dit au fait que font les écologistes en général.
Alors, va falloir que tu me précises que tu dis ça. Mais oui, voilà, quand tu vois l'exemple de Carole Delga aujourd'hui, Benoît, dans la région Occitanie, qui a décidé donc d'assumer le fait qu'elle partait plutôt en ordre de bataille dispersé et qu'elle gagne. Est-ce que aujourd'hui, finalement, l'union de la gauche est-il un préalable qui a fonctionné, ou alors c'est plus quelque chose qu'il faut remettre en perspective et en contexte? Alors, déjà, Carole Delga, elle a été élue, certes, avec un score dépassant les 50%, ce qui est beaucoup, sachant qu'il suffit de 33% pour avoir la majorité absolue des sièges au conseil régional. Donc, plus de 50%, c'est vraiment un très gros score pour elle, mais elle n'est pas partie que avec le Parti socialiste dont elle fait partie. Elle est partie avec le Parti radical de gauche et le Parti communiste français, qui forment quand même un arc qui ressemble un petit peu au Front populaire. Donc, aux héritiers du Front populaire, pour Absolument. être plus franc, parce que effectivement, aujourd'hui, c'est pas du tout la même époque, etc. On en fait peut-être trop sur l'union de la gauche. Personnellement, si je si je me penche sur cette question-là, c'est parce que je pense que seule l'union peut créer une dynamique pour reconquérir des abstentionnistes. Et personnellement, je ne crois pas que c'est ce qui arrivera en 2022. Je pense qu'en 2022, il y a trop de résignation à un second tour Macron-Le Pen tel qu'il est vendu aujourd'hui dans les médias. Et, euh, et je ne pense pas que du coup quand les dirigeants des organisations politiques de gauche soient enclins à travailler ensemble, à mettre en échec cette résignation et à ouvrir un chemin dès 2022. Mais je pense que la question se posera déjà pour les législatives, déjà au lendemain de la présidentielle. Il y a peu de probabilité quand même pour que ce soit un candidat issu des rangs de la gauche qui soit élu président de la République. Et je ne considère pas Macron comme issu des rangs de la gauche, pour être très clair. Et donc, là, les législatives seront peut-être le moyen pour créer les conditions d'un rassemblement de gauche, d'un rassemblement populaire, d'un rassemblement antifasciste, euh, d'un rassemblement progressiste, d'un rassemblement pour le progrès humain, euh, en étant finalement plus fort que le Rassemblement national dont on parlait tout à l'heure, qui pourrait avoir une minorité de blocage à l'Assemblée nationale du fait qu'ils ont quand même élargi leur socle électoral en 2017 et que Macron aura déçu beaucoup de gens qui croyaient en le ni droite ni gauche macroniste en 2017. Et donc il y aura certainement beaucoup d'abstention en 2022. Et donc, peut-être que je ne crois pas qu'on en fait trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'union de la gauche, ça ressemblera pas à l'union de la gauche des années 90 ou à l'union de la gauche des années 80 ou à l'union de la gauche des années 30, évidemment. Là, c'est quelque chose de neuf, de novateur qu'il faut créer. Euh, une fédération, peut-être, ne serait-ce que pour certaines échéances, et aussi pour combattre sur le terrain la résignation, pour créer sur le terrain les conditions de la solidarité concrète entre les collègues quand il y en a un qui se retrouve dans la merde, entre les collègues quand il y a l'usine qui est sur le point de fermer, ou le bureau qui est sur le point d'être délocalisé parce que c'est un plateau d'appel, par exemple, qui, euh, qui sera délocalisé dans des pays où les gens sont francophones mais sont surtout beaucoup moins bien payés qu'en France. Et donc voilà, donc l'union des forces progressistes, telle que je l'entends, je pense qu'elle a son sens. Je pense que c'est une question qui va se poser de plus en plus. Et par contre, sur le centre de gravité de cette fédération populaire, je pense que ça se situera pas mal autour des écologistes, parce que les écologistes aujourd'hui, même si c'est pas le cas en termes de président de région, ça s'est vu au municipal où il y a eu quand même un taux d'abstention record pour des municipales, mais un taux d'abstention plus faible, beaucoup plus faible qu'il y en a eu aujourd'hui pour les régionales et les départementales, donc avec beaucoup plus de millions de votants qui ont fait l'effort d'aller dans les urnes, d'aller déposer leur bulletin dans l'urne plus précisément, et du coup, euh,
c'est des questions qui vont se poser de manière très large, à mon avis. Parce que là, on est dans un contexte de division de la gauche. Je ne vois pas comment un candidat issu de ces rangs-là pourra l'emporter en 2022. Et comme l'élection présidentielle et les élections législatives qui suivent sont les élections reines dans notre pays, il faudra changer les choses pour peut-être avoir pas la majorité parlementaire en 2022, mais pour empêcher peut-être les. Je t'écoute, hein. Ouais, non, c'est Ouais, mais je Enzo t'écoute. qui. Et donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Je pense que je me suis répété déjà pas mal de fois là-dessus. Voilà. Ok. Oui, je vire mon téléphone proche. Excuse-moi, Furacrag, pour ces informations, mais en même temps, oui. C'est qu'il y a ça aussi qui est allumé aussi. Alors, t'as l'air d'avoir convaincu Christine, qui est dit qu'elle est d'accord avec toi. Elle ajoute, l'union de la gauche est à trouver parce que la gauche, pour l'instant, est introuvable. C'est joliment dit. C'est d'abord à la gauche qu'il faut refonder. Mm. Moi, je trouve que vous merguezez complètement parce que beaucoup de gens ont annoncé qu'il fallait refonder, qu'il fallait innover, qu'il fallait du neuf, etc., etc. Depuis des années, on entend cette maraude depuis des années et des années. En fait, depuis que j'ai commencé à suivre l'actualité, ça date pas d'hier en plus. J'entends ça et toutes les fois, qu'est-ce que ça a entraîné? Plus de division et une division mortifère pour la gauche. Donc, au bout d'un moment, et là, pourtant, je rejoindrais ce que disait presque Christine. Après, je veux dire, encore une fois, je préfère me mettre dans une position de commentateur plutôt que de militant, parce que ça me regarde pas ce que font les militants. Mais aujourd'hui, il faudrait aller sur le terrain beaucoup plus et aujourd'hui faire des actions de solidarité concrètes, comme tu disais. Mais envisager le lendemain, envisager l'organisation de demain alors qu'aujourd'hui, clairement, les organisations, elles n'y sont pas. Là, ça révèle de l'utopie et une preuve que en tout cas, la gauche n'est pas capable de gouverner. Christine Fourage, Furacrag répond à Christine Fourage, la position des écolos est comme celle du PS dans les années 2010, au gré du vent et des opportunités pour leur candidature. Et c'est là où je rejoins un peu Furacrag, enfin, ça me permet de rebondir là-dessus. Je suis pas du tout d'accord avec Benoît quand il dit qu'aujourd'hui, le pôle de centralité, en tout cas l'organisation qui a qui a le nouveau leadership, c'est Europe Écologie Les Verts. En fait, rien n'est moins sûr. Et d'ailleurs, les régionales prouvent plutôt le contraire. Et partout où il y a eu un candidat écologiste qui a été élu lors des dernières élections municipales, elle s'est bien faite avec une liste d'union large de toute la gauche, qui va donc du Parti communiste français au Parti républicain. Et aujourd'hui, s'il y a bien un maire issu d'un parti, en fait, c'est toute la gauche qui a gagné. Et aujourd'hui, la vérité, elle est là, c'est qu'on le voit bien. La gauche, elle est partie divisée au premier tour de l'élection de l'élection régionale et de l'élection départementale. Et finalement, elle se prend les pieds dans le tapis, sauf dans les endroits où elle avait déjà des bastions. Et par contre, pour le reste, elle n'a plus rien gagné. Donc, elle n'a pu prouver aucun rapport de force. Alors, est-ce qu'il faut innover? Moi, j'en sais rien. Moi, je pense que surtout, et ça, tous les commentateurs, et ça, il n'y a pas besoin de travailler au point pour le remarquer, mais tout le monde le pense, et moi le premier en plus, c'est qu'aujourd'hui, clairement, la bataille des égaux a pris le pas sur la bataille sur la bataille des idées. Nous, alors tu disais au début, et je suis d'accord avec toi, la bataille des idées elle est en train d'être menée par le Rassemblement national, mais en même temps parce que c'est presque la seule à mener la bataille des idées en réalité. Je veux dire, quand est-ce que la gauche elle a imposé quelque chose, un marqueur fort sur la bataille des idées, hormis en cadre d'élection présidentielle où c'est vrai elle le fait, mais elle ne se saisit que de moments électoraux pour imposer ces thèmes de campagne et pas du tout au quotidien. Alors on pourrait penser qu'ils n'ont pas la faveur des médias, mais en même temps des médias de gauche, il y a pas qu'Infoscope, hein, j'ai envie de dire, il y en a plein d'autres, et aujourd'hui ces médias de gauche, en fait aujourd'hui ils ne fonctionnent pas. Alors Christine Fourage dit Europe Écologie Les Verts, La République En Marche et France Insoumise sont à comprendre ensemble. Alors du coup finalement pour Christine Fourage il y a la théorie des trois blocs, donc tu as le bloc de gauche qui est composé du Parti Socialiste et du Parti Communiste,
Le bloc libéral, c'est la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et la République En Marche. Et le bloc conservateur, c'est les Républicains et le Rassemblement National. Et ben en fait, voilà, ça, moi je pense que ce sont des choses qui malheureusement, ils ont du mal à tenir debout à l'épreuve du temps, puisque quand tu vois les choses, quand tu vas justement sur le terrain, et nous, on le voit sur le terrain, quand on fait nos reportages, quand on fait nos articles, etc., etc. Bah, en fait, aujourd'hui, les gens, eux, ils veulent qu'on arrête de parler de tête pensante, mais qu'ils veulent qu'on parle d'idées. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un fonctionnement similaire. Bah, tu as l'air de connaître un peu le fonctionnement d'Europe Écologie Les Verts, La République En Marche et France Insoumise. J'aimerais bien que tu détailles un peu plus ta pensée, Christine. En tout cas, je pousse un petit peu un coup de gueule parce que effectivement, moi, je suis un peu déçu de la manière dont ça s'est déroulé finalement. Alors, c'est un peu facile maintenant à posteriori, mais aujourd'hui, on voit bien que les solutions, elles y sont. Et quelle gauche pour 2022? Bah, moi, je rejoins Benoît. Aujourd'hui, la gauche de 2022, telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, elle ne gagnera jamais. Elle n'aura que ses yeux pour pleurer à la fin. Alors que la solution, elle est bien simple. C'est effectivement un programme de gouvernement pour diriger ce pays, c'est ni plus ni moins que cette solution-là. Parce que moi, je voudrais bien les choses grandiloquentes, les assises, etc., etc. Mais ces choses-là, on en entend depuis parler, on en entend depuis Mathusalem, mais en réalité, on n'en voit aucun des politiciens venir nous voir pour venir voir les citoyens justement pour organiser ça. Christine Forage répond ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un fonctionnement similaire, ça elle l'a dit, en tant qu'organisation à géométrie variable et qui ne s'appuie pas forcément sur une ligne claire, mais sur des alliances opportunistes. Après, et ça, c'est aussi le propre même des alliances électorales et des alliances politiques, c'est que ce sont des alliances qui sont mues par les différentes dynamiques et les différentes tendances du marché politique. Il est normal qu'aujourd'hui, par exemple, le Parti communiste et le Parti socialiste le Parti communiste va plus s'allier au Parti socialiste qu'à Lutte ouvrière, par exemple, ou au nouveau parti anticapitaliste. Ça semble logique, puisque aujourd'hui, le Parti communiste français, il aspire à diriger, et c'est un parti qui est quand même bien plus présent d'un point de vue militant que Lutte ouvrière ou le Parti communiste français. Il y a un noyau dur de militants très fragile. Voilà. Furacrac répond, il y a cette grande expression de la crise de la démocratie. Ce que j'en retiens, c'est surtout que la tension monte, car la politique est soit trop élitisée pour un public investi, ou alors au service des élites. Je suis d'accord. La volonté des ambitions populaires se retrouve pourtant dans la rue, dans les mouvements sociaux. Et je suis d'accord aussi. Je suis absolument d'accord avec ça. Et ça, aujourd'hui, il faut aussi se dire un truc. C'est peut-être que la gauche, aujourd'hui, elle est mauvaise aussi sur ces thématiques d'idées. Et peut-être, Benoît, tu me rejoindras là-dessus. Mais le Front républicain, il tient encore. Il fonctionne encore. Mais le Front républicain, il tient parce que ce sont les républicains qui font tenir le Front républicain. Or, si on prend l'exemple des années 30, justement, puisqu'on en est là, le Front républicain, qui c'est qu'il incarnait? C'était les partis de gauche. Voilà, la République, c'est la gauche, c'est une idée de gauche. La droite devrait pas être propriétaire de cela. Parce qu'un jour, et Ciotti n'est que à l'avant-garde par rapport à ça, les digues, elles vont sauter. Je sais pas ce que tu en penses, Benoît. Alors attends, avant que tu t'en parles, c'est qu'il y a aussi Christine Fourage qui répond. La gauche sans être mauvaise n'est pas bonne. Oui, alors la gauche, elle n'est vraiment pas bonne, je suis désolé. C'est un peu c'est une litote, je la trouve vraiment mauvaise à titre personnel. Et ça, je pense que tous les commentateurs, que ce soit des médias mainstream ou des médias dits alternatifs, le pensent. En France, ce n'est pas la droite qui est forte, mais la gauche qui est mauvaise, dit Furagrac. Et oui, effectivement, je suis absolument d'accord avec cette analyse. Alors sur le front républicain justement, donc aujourd'hui, tant qu'il fonctionne encore, et tu me permettras de répondre aussi à ces questions, c'est un peu fourre-tout, mais en même temps il y a de la vie dans le chat, désolé Benoît, mais tant que le front républicain fonctionne encore, le Rassemblement national pourra-t-il être un jour au pouvoir? Et est-ce que aujourd'hui le front républicain, c'est une arme dont est victime la gauche, et justement qui l'empêche à développer son propre discours et à rester donc du coup dans l'escarcelle des discours qui sont développés par la droite? Furacrac, ouais, non, c'est bon.
Alors, pour répondre à pas mal de choses qui ont été dites, déjà sur l'aspect est-ce que les digues sautent? Oui, les digues sont en train de sauter, pas entre Macron et Le Pen, parce que c'est un faux duel, un vrai duo orchestré pour permettre, en fait, l'un et l'autre considèrent l'autre comme le meilleur adversaire possible. N'importe qui pourrait gagner contre Macron au second tour, et n'importe qui pourrait gagner contre Le Pen au second tour. Donc voilà, je pense effectivement les digues sont en train de sauter, et le Front républicain n'a de républicain que le nom, parce que quand on voit que la droite, elle s'allie avec des monarchistes ou des émirats ou des trucs comme ça, on voit quand même que les droites radicales se rejoignent, et donc voilà, ça rejoint parfois aussi des extrêmes droites dans certains pays du fait de la géopolitique, etc. Après, je suis d'accord avec toi, Adam, quand tu dis que on est des commentateurs, on est des analystes, enfin, on essaye d'analyser, on essaye de donner des éléments d'analyse pour que les personnes qui nous suivent, les personnes qui nous lisent, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent puissent tirer leur propre analyse. Euh, mais maintenant, je pense qu'il faut quand même voir ce qui est souhaitable pour les travailleurs, les étudiants, les bénévoles et notamment tous ceux qu'on a rencontrés au gré de nos reportages, de nos documentaires. Et donc, quand je parlais de centre de gravité, c'était pas seulement autour d'organisations politiques comme Europe Écologie Les Verts, mais c'est des centres de gravité peuvent se faire dans le front progressiste qui, à mon avis, pourrait défendre les intérêts de tous les gens, les petites gens, entre guillemets, qu'on a pu rencontrer, c'est que ce centre de gravité se fasse sur des thèmes, sur des thèses comme la planification écologique, comme la santé comme bien commun inaliénable, comme des transports urbains gratuits d'accès, comme la réduction du temps de travail avec 4 jours de travail par semaine, par exemple, ou la réduction du temps de travail dans la vie, avec la retraite à 60 ans pour permettre aux jeunes d'occuper un emploi stable, etc. Et je pense effectivement que la bataille des égos qui l'emporte sur la bataille des idées, c'est ça qui fait de la désespérance, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui ne vont plus voter parce qu'ils se disent de toute façon c'est bonnet blanc et blanc bonnet, de toute façon on sait même pas c'est quoi leur programme, des fois ils en ont même pas les candidats, tout ce qui les intéresse c'est le poste qu'ils vont occuper, le fauteuil qu'ils vont occuper, et à quel point ce fauteuil sera confortable ou pas. Et donc oui, je pense que la bataille des égos, elle nous est défavorable, mais au bout d'un moment, les gens, ils en auront marre de la bataille des égos. Ils reprêteront attention aux idées. Et ça, je pense que c'est notamment par des biais de politisation au sens noble du terme, pas forcément devenir un partisan de telle ou telle organisation, mais de s'intéresser à comment s'organise la vie dans la société. Et ces moments de politisation, c'est notamment sur le terrain qu'on les retrouve. C'est notamment quand on va faire signer des pétitions pour empêcher une expulsion locative, quand on va faire signer, quand on va mettre en dynamique des collègues pour défendre le collègue qui se retrouve seul face à sa direction et qui se retrouve dans la merde. Donc voilà, je pense c'est sur la solidarité concrète qu'il faudra développer le plus nos efforts. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur d'ailleurs dans nos documentaires et dans notre travail de journaliste au quotidien. C'est vraiment, voilà, c'est des chemins d'espoir qui peuvent émerger sans attendre les élections. Je finirai là-dessus. Les élections ne sont qu'une étape dans la politisation des gens. Là, on voit que généralement, bah, ceux qui ont participé aujourd'hui, ceux qui se sont déplacés pour aller voter aujourd'hui, c'était des gens déjà politisés. Et donc, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait une réappropriation populaire, une appropriation par les travailleurs, par les travailleuses, de ce qui les concerne au premier chef, c'est-à-dire l'économie, la politique, l'organisation du territoire, etc., etc. Ça, je pense que ça se créera par une multitude de moyens et certainement pas uniquement par les élections.
Alors, avant de s'arrêter là, puisque là, je pense qu'on a fait 1h47 de session stream, donc c'est pas mal hein, quand même. Christine Fourage, la gauche a perdu le débat idéologique puisqu'elle accepte de se mettre dans le cadre de référence des libéraux. Et ça, je suis absolument d'accord avec ça. Aujourd'hui, la gauche ne pense plus qu'au prisme de ce que nous imposent les capitalistes, tout simplement. Pas dit que Macron-Le Pen soit au second tour. Toute chose égale par ailleurs, tant que les abstentionnistes fragilisent les pronostics. Je pense que justement parce que les abstentionnistes fragilisent les pronostics, que Macron ou Le Pen seront au second tour. La problématique de la gauche dite populaire n'est-elle pas aussi celle du grand glissement à droite des forces politiques, dans le sens où ce que des forces comme LFI ou le PCF ne sont plus la force du quotidien pour les ouvriers, sinon des forces d'opposition réelles hors d'élection, à l'image du PS des années 80. Oui, alors effectivement, on peut aussi craindre que la France insoumise ou le Parti communiste français n'ont pas cette vocation majoritaire. Et de manière générale, que ce soit Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, la France Insoumise, le Parti Communiste Français, ce sont, comme dirait l'autre, des partis gauchistes, tout simplement. Et c'est-à-dire qui se plaît dans le fait d'être dans l'opposition et qui n'a aucune vocation à être majoritaire, bien que les discours soient plus ou moins radicaux. Hein. Tu peux être gauchiste et pas du tout radical. Hein. Voilà, par exemple, c'est bien l'exemple aujourd'hui de beaucoup de personnes qui travaillent au sein d'Europe Écologie Les Verts, qui ont un discours fort peu offensif, mais qui refuse toute forme d'unité à gauche pour la soi-disant pureté des idées. Alors, voilà, je voudrais déjà donc tous vous remercier pour ceux qui ont été présents sur le stream. Merci à Furacrack de l'avoir animé, d'avoir animé le chat avec moi. Franchement, ça fait plaisir. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui nous suivent là depuis ces 5 et 6 semaines. Donc, comme je disais la semaine dernière, comme je vais dire, la semaine prochaine, on n'aura pas de Twitch, de session Twitch, tout simplement parce qu'on sera en vacances, des vacances bien méritées, ce qui me permet de demander, toi Benoît, qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Je te laisse le mot de la fin. Alors, écoute, moi j'ai un emménagement à préparer. Ah, Donc, je vais préparer ça. Je vais me reposer aussi. J'irai certainement à la mer puisque je vais passer quelques jours, voire quelques semaines à Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. Et donc, voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Twitch ou sur YouTube en replay. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube en replay, n'hésitez pas à être là dimanche dans 15 jours en juillet pour la reprise du Twitch pour être en direct et pour pouvoir participer et poser vos questions. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée à tous et puis à bientôt. salut, merci encore à toi Furacrag, et puis merci à tous d'être venus pour le stream. Ciao, ciao. Bonjour, Mehdi.